20 heures à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de vous informer. De retour à Nairobi avec un doctorat en théologie obtenu à Adventist University of Africa, le représentant légal national de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest a été accueilli chaleureusement ce vendredi 8 mai au siège national de l'Église adventiste du 7e jour. À cette occasion, les collaborateurs et ouvriers ont salué son humilité, son esprit de sacrifice et sa persévérance dans un parcours académique conciliant responsabilité pastorale, professionnelle et contraintes linguistiques. Une distinction perçue comme un modèle d'inspiration et les débuts d'une nouvelle génération des docteurs au sein de son administration. Passé. Et nous, on continue toujours, oui, ça me rappelait l'exhortation de Martin Luther Jr. qui disait, il ne faut jamais abandonner. Si les autres peuvent s'envoler, qu'ils s'envolent. Si vous ne pouvez pas être aussi en mesure de s'envoler comme eux, ne vous en faites pas. Courez. Et si vous ne pouvez pas courir comme les autres, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Seulement, ne vous arrêtez pas. Et je me suis dit, je parviendrai à y arriver. Amen. Je vais à mon rythme. Ce n'est pas une course avec quelqu'un. On ne finira pas à atteindre la destination. Et aujourd'hui, nous y sommes. Amen. Et nous glorifions le Seigneur pour ça. Amen. La jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour célèbre les samedis 16 mai 2026 la journée mondiale des aventuriers, un club de jeunes dont l'âge varie de 4 à 9 ans. À travers des activités spirituelles, éducatives et récréatives, ces clubs contribuent à l'épanouissement des enfants. Les directeurs adjoints de la jeunesse adventiste à la mission de Kinshasa, Christophe Koueté, lance un message de sensibilisation à toute sa jeunesse en marge de cette célébration. Suivez. Je suis le chef équiré Couragé. Je suis le directeur associé de la MIKIN, la mission de Kinshasa. Alors, présentement, je viens pour galvaniser toute la jeunesse de la MIKIN qui concerne la journée mondiale des aventuriers qui se pointe à l'horizon à grands pas. Alors, à toute la jeunesse, il est temps que nous puissions nous s'y mettre afin que nous puissions bien célébrer cette journée mondiale partout dans nos églises, dans nos sociétés, et que nous puissions faire vivre nos aventuriers à la chair. Nous aimerions voir les aventuriers s'exprimer. Tout le programme serait entre les mains des aventuriers. Nos collaborateurs cordons, nos collaborateurs directeurs des différents clubs des aventuriers. Il est temps de bien préparer les aventuriers pour leur grande journée. Alors, cette journée sera sanctionnée avec la prise des photos, des petites vidéos que vous allez nous faire part. Nous, à notre tour, nous allons les faire parvenir à la hiérarchie ecclésiastique. Alors, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous soutienne, afin que cette grande journée soit réalisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre de la mobilisation spirituelle en vue de la célébration prévue en septembre 2027 marquant les 2000 ans du baptême de Jésus-Christ, l'Église adventiste du 7e jour porte l'initiative One Voice 27, soit une voix 27. Cette initiative vise à unir le fidèle autour d'un même message de foi, d'espérance et de salut.
Le pasteur Célestin Goudier, directeur de la communication de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest, en présente les objectifs et souligne l'importance de ces rendez-vous spirituels appelés à devenir un moment fort de communion et d'engagement pour les croyants. Suivez pasteur Célestin Goudier. One Voice, c'est vraiment une grande vision et en même temps un programme de l'Église adventiste 7e jour. Vous savez que l'Église adventiste, c'est une église prophétique, mais aussi une église fondée sur la Bible et la Bible seule. Eh bien, par rapport à cette origine, l'Église est attachée vraiment à l'accomplissement de la prophétie. Et c'est comme ça que pour ce nouveau quinquennat 2026-2030, il y a une grande vision qui a été donnée par la direction mondiale de l'Église, ce que nous appelons One Voice 2027 ou bien Une Voix 2027. Ce n'est rien d'autre qu'une grande vision qui parle donc d'un grand événement. Un grand événement, c'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, Jésus était venu, il était sur la terre et en l'an 27, conformément à la prophétie biblique des 70 semaines, il a été oint le jour de son baptême dans les eaux du Jourdain. Et donc ça va faire en 2027, au mois de septembre, ça va faire exactement 2000 ans depuis que cette onction a eu lieu et que la mission donc messianique a commencé sur la terre. Et donc en 2027, au mois de septembre, nous allons célébrer cette œuvre messianique qui a commencé depuis 2000 ans et nous allons en même temps lancer le message dans la projection future du Christ qui revient bientôt pour que tout le monde se prépare et que ce soit comme le couronnement donc de l'œuvre messianique après 2000 ans de voyage. Et donc nous allons inviter tous les habitants du monde, tous les habitants de la RDC, toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les ethnies à pouvoir ouvrir leurs portes pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dans le chapitre à un autre, lors de son point de presse du mercredi 6 mai 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également évoqué la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Le chef de l'État a attribué cette situation à la forte croissance démographique et à l'augmentation de nombre de véhicules circulant dans la capitale, tout en annonçant de mesures visant à améliorer la mobilité urbaine et fluidifier la circulation routière. Suivons cet extrait choisi par Pierrette Ngoy. Souvent d'ailleurs quand je passe avec mon cortège, les milliers de Kinois à pied me saluent. Je ne sais pas ce que je dois me dire. Est-ce que je dois être triste ou heureux? Moi, je suis heureux de saluer mes compatriotes quinois. Je crois que vous voulez faire allusion au transport. Ça, je le sais. On en voit des fois comme ça, surtout en temps de pluie, lorsque les rues sont inondées et que des gens sont obligés de marcher de longues distances, etc. Je suis le premier à le regretter, mais c'est pas un phénomène nouveau à Kinshasa. Vous devez comprendre que cette ville a longtemps été laissée sans urbanisation, sans politique d'urbanisation. Et vous avez tout ce que, donc c'est-à-dire les embouteillages, l'indiscipline routière, vous avez toutes ces conséquences à cause du fait qu'on a laissé grandir cette ville sans urbanisation. On est passé de un peu moins d'1 million d'habitants dans les années 60 à près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, à peu près, on a explosé, la démographie a explosé à Kinshasa sans être accompagnée par une politique de ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons d'extension de la ville, parce que nous comprenons que vivre sur l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui devient impossible, intenable.
Mais en même temps, il faudrait accompagner tout cela des mesures. C'est pas que nous croisons les bras. Rappelez-vous, il y a peu, il y avait une mesure qui avait été prise qui imposait le sens de la circulation pendant un temps, pendant quelques heures de la journée, dans une certaine direction, et après, vers la fin de la journée, on imposait la direction contraire. Nous avons pensé, après analyse et travail avec des experts, même en Conseil de ministres, on a reçu ces experts qui nous ont expliqué que c'était possible et que ça pouvait marcher. Donc, malheureusement, l'expérience n'a pas abouti, n'a pas été heureuse, mais c'est pas pour autant que nous allons nous croiser les bras. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'agents complémentaires qui sont en train d'être formés et qui vont venir à la rescousse des agents de circulation, les policiers habituels, pour essayer, surtout dans les carrefours, parce que c'est là que commencent vraiment les embouteillages, et essayer comme ça d'aider à désengorger ces points d'engorgement. Dans la diplomatie, la République démocratique du Congo intensifie son offensive diplomatique en faveur de la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministre Crispin Mbadou, envoyé spécial du président Félix Tshisekedi à Djamena, a été reçu en audience par le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby, porteur d'un message officiel de soutien. À travers cette démarche, Kinshasa réaffirme sa vision d'une francophonie tournée vers l'action, la jeunesse et le renouveau africain. Suivez ce reportage de la télévision tchadienne. Nationale de la francophonie. Le pays sollicite le soutien du Tchad en faveur de la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'institution. L'information a été portée au président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au cours d'une audience accordée ce mercredi 6 mai 2026 au palais Toumaï à une délégation congolaise conduite par le ministre des Affaires étrangères chargé de la francophonie et de la diaspora, Crispin Mbadou Fanzo. L'émissaire était porteur d'un message officiel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de la candidature, Kinshasa met en avant la qualité des relations entre les deux pays. Des relations fondées sur une coopération régulière et des convergences de vues sur les grandes questions régionales et internationales. La République démocratique du Congo est aujourd'hui le premier pays francophone au monde en termes de locuteurs, et c'est dans cet esprit-là que nous ambitionnons de diriger le secrétariat général de l'OIF. Nous avons été très bien reçus, l'accueil a été chaleureux, les échanges très fructueux. Cela montre que nous sommes chez nous, dans un pays frère, et c'est dans ces contextes-là que nous sommes là pour solliciter l'accompagnement et le soutien de la République sœur, le Tchad. Pour Juliana Amato Lumumba, le soutien du Tchad serait précieux dans cette dynamique, car elle défend une candidature résolument africaine, portée par une vision de la francophonie, fondée sur la solidarité, la diversité culturelle et un meilleur équilibre entre les États membres. Ce que je souhaite, ce sont 9 projets neufs pour une francophonie neuve. C'est surtout que je voudrais qu'il y ait une refondation de la francophonie, une redynamisation de la francophonie, une francophonie qui soit plus inclusive, plus solidaire, plus unie, plus proche du peuple. C'est de cela que nous avons besoin. Juliana Amato Lumumba, 71 ans, est diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Elle a d'abord exercé dans le journalisme pendant une dizaine d'années avant d'occuper des fonctions gouvernementales dans son pays, notamment comme vice-ministre de l'Information, puis ministre de la Culture. Polyglotte, elle a vécu dans plusieurs pays et développe une réflexion sur les relations internationales. Elle plaide pour une francophonie centrée sur les peuples, la culture
et les identités, loin des seules considérations institutionnelles. Dans les secteurs de transport, Kinshasa et Brazzaville franchissent une nouvelle étape dans la concrétisation du projet de pont route rail reliant les deux capitales des États ont signé à Kinshasa un protocole d'accord bilatéral portant sur le régime fiscal particulier de cette infrastructure stratégique régionale. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba. Côté RDC, le projet est coordonné par l'Agence congolaise de grands travaux avec l'ambition de renforcer l'intégration économique, les échanges commerciaux et la connectivité entre les deux Congo. Suivez. Doudou Fwamba, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, et Christian Yoka, ministre des Finances de la République du Congo, ont signé à Kinshasa, ce jeudi 7 mai 2026, l'accord bilatéral fixant le régime fiscal douanier et des recettes fiscales et non fiscales applicables aux concessions et sous-traitants dans le cadre du projet Pont Route Rail qui sera très bientôt jeté à Maluku sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus... La cérémonie solennelle qui a vécu à l'hôtel Fleuve Congo a été présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication et des enclavements de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui avait à ses côtés Jean-Jacques Bouya, vice-premier ministre, ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire de la République du Congo, qui a salué l'aboutissement de ce processus mené par les équipes techniques sous la houlette des deux points focaux, celui de la RDC, l'ingénieur Nikonza Unzaou, et son homologue de la République du Congo, M. Oscar Otoka. Cet axe est majeur pour le commerce, la pêche et le transport entre les deux rives expriment en réalité la puissance, la stabilité et le trésor de nos deux Congos, des peuples congolais. Impatient d'associer la navigation par des embarcations fluviales, des croisières peut-être, en réalité une économie fluviale, mais à connecter et à créer en réalité une connectivité multimodale par le pont, la route et le rail. Et c'est dans cette vision d'intégration régionale panafricaine que le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, désigné champion pour ce projet par l'Union africaine, et son homologue et frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, se sont engagés à accélérer le processus de sélection du partenaire stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo, au nom de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a tenu à préciser la portée de ce document signé ce jour. Le présent accord fixe de manière claire et unifiée le régime fiscal et douanier applicable aux dits projets. Il met fin à la double imposition et harmonise les procédures tarifaires pour les marchandises en transit et les futures recettes de péage. Cela concrétise le projet de pont route-rail en un véritable pont de développement, augmentant la capacité d'échange, facilitant la mobilité des personnes et des biens et renforçant l'intégration régionale. Avec la signature de cet accord fiscal, les groupements des sociétés soumissionnaires présélectionnés ont de quoi finaliser leurs offres. Dans la suite de ce processus, la création de la commission intergouvernementale de la RDC qui devra coordonner les activités du projet Pont-Route-Rail et la publication. Les fonctionnaires de l'État ont été payés, a annoncé le ministre de Finances Doudou Fwamba lors d'un point de presse tenu à Kinshasa le 6 mai dernier autour du président de la République. Satisfait du résultat, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi a salué le travail des titans accompli par son ministre de Finances. Suivez cet extrait de Pierrette Ngoy. Exactement, nous avons connu au premier trimestre de l'année 2026 quelques jours de retard
qui ont été annoncés. Et tous les fonctionnaires de l'État ne s'en plaignent pas. Parce que généralement, ce n'est pas la première fois. Ceux qui travaillent depuis des années comme nous dans l'administration, nous savons qu'au premier trimestre, il y a des ajustements qui amènent des décalages de 5 à 10 jours. Ces décalages ont été rattrapés au mois d'avril. Tous les fonctionnaires de l'État ont été payés au 30, tel que votre gouvernement l'avait annoncé sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et donc les professionnels des médias qui sont dans la salle, ils n'ont qu'à vérifier la vraie information. Au 30, tous les fonctionnaires ont été payés. Ils sont en train de les témoigner comme vous pouvez les constater. Très bien, merci Monsieur le ministre. Dans les secteurs de mines, le gouvernement congolais mise sur le potentiel minier du Grand Kasaï pour booster la croissance économique à l'accès à l'énergie. Ces projets d'exploitation de cuivre à Miabi et Kabea Kamwanga, portés par le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, prévoient une importante production annuelle, la création de milliers d'emplois ainsi que la construction d'infrastructures énergétiques majeures au bénéfice de la région et du pays. Une dynamique de relance et de diversification du secteur minier congolais, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a accordé ce jeudi une audience aux responsables de la société China Railway Resources Universal. Au cœur des échanges, un vaste projet minier que cette entreprise entend développer dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans les territoires de Miabi et de Kabea Kamwanga au Kasaï oriental. Forte de son expérience dans la réalisation des grands projets miniers, notamment la Sicomine, la société chinoise ambitionne de lancer une exploitation cuprifère de grande envergure avec un potentiel de production estimé entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre par an. Un projet stratégique qui pourrait générer des milliers d'emplois directs et indirects, stimuler la création de richesses au profit des populations locales et renforcer considérablement l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit également dans la volonté du gouvernement congolais de diversifier les grands projets miniers à travers le pays et de promouvoir un développement équilibré des provinces. Mais au-delà du secteur minier, ce projet prévoit aussi la construction d'une centrale hydroélectrique et photovoltaïque d'une capacité comprise entre 250 et 500 mégawatts afin de contribuer à la réduction du déficit énergétique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a souligné que ce projet bénéficie d'un suivi particulier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir sa concrétisation dans les meilleurs délais. Le ministre a également rassuré ses interlocuteurs de l'accompagnement total de son ministère pour assurer la réussite de ce projet conformément à la vision du chef de l'État sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Un projet porteur d'espoir pour le Grand Kasaï et une nouvelle étape dans la transformation économique de la République démocratique du Congo. Conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réforme de la protection sociale franchit une nouvelle étape en RDC. Au cœur du dispositif, la SENSAP, dirigée par Junior Mata Melanga, renforce sa gouvernance et sa transparence avec l'appui du gouvernement conduit dans les secteurs par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Lors du point de presse du 6 mai dernier, le ministre de Finances Doudou Fwamba a rassuré sur la régularité de cotisations sociales et salué une gouvernance désormais ouverte aux représentants syndicaux et agents publics. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre gouvernement est en train de mettre en œuvre une réforme majeure qui va améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État à travers la prise en charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents et fonctionnaires de l'État, la SENSAP. Ouais. C'est cela qui conduit à ce que, catégorie par catégorie, nous sommes en train de prélever sous la coordination de M. le vice-premier ministre
de la fonction publique. Mais manifestement, vous l'avez fait sans communication. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les délégués syndicaux font partie du processus et sont membres du comité et du conseil d'administration de la SENSAB. Et donc les fonctionnaires sont informés. Très bien. Voilà, donc vous avez le... Voilà, bon, j'espère que vous êtes satisfait. Donc les 5% qu'on enlève, c'est pas pour... ce n'est pas pour pénaliser, faire mal, mais c'est pour épargner pour les jours difficiles. Parlant sécurité, dans ses journaux, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dénonce le manque d'implication des autorités provinciales de Kinshasa dans la gestion sécuritaire face à la montée de l'insécurité dans plusieurs communes de la Tchango. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion élargie du comité provincial des sécurités et a appelé à une responsabilité collective pour faire face à la criminalité grandissante dans la capitale. Les dernières évaluations nous amènent au même résultat. La ville de Kinshasa ne tient pas régulièrement ses comités de sécurité, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau des communes. Et nous sommes en train de gérer une situation sécuritaire alarmante. Si vous faites une comparaison dans d'autres provinces, vous analysez le comportement des responsables provinciaux urbains dans d'autres provinces, il est totalement différent. Et pourtant, Kinshasa a été la première province à bénéficier de la nouvelle gouvernance sécuritaire. Et ça, nous devons corriger. Il y a une tendance dans la ville de Kinshasa à faire croire que la sécurité n'est pas l'affaire de la ville-province de Kinshasa. Et ça, c'est très mal. C'est irresponsable et ça fait partie de toutes les conséquences de l'insécurité qu'on n'arrive pas à gérer. On ne tient pas des comités de sécurité au niveau de la province et ça a un impact sur les communes, sur les quartiers. Aucune coordination dans la question de sécurité. Et si on n'a pas tous le même sentiment de cette menace, de ces inquiétudes, c'est que parmi nous, il y a des irresponsables et on ne peut plus continuer comme ça. Avez-vous pris des mesures? Êtes-vous conscient de toutes ces menaces-là? Pourquoi subitement 2 églises se font attaquer pratiquement de la même manière? Ça ne vous interpelle pas? Ou bien vous attendez que le président de la République prenne ça en charge? Pourquoi vous a-t-il donné les responsabilités que vous avez? Qu'est-ce que vous en faites? Faut-il qu'un ministre de l'Intérieur laisse toutes les autres provinces pour venir s'en occuper? Pendant qu'on vous a désigné, on vous a responsabilisé. On va le faire combien de fois? Et si on le fait dans toutes les provinces, finalement, on ne s'occupera pas d'autre chose. Finalement, les fortes pluies qui se sont abattues les 5 mai dernier ont provoqué d'importants dégâts matériels et perturbé la circulation dans certains coins de la ville, notamment dans la commune de Mongafula. Face à cette situation, le bourgmestre de la place, Séverin Lumbu, s'est rendu sur le terrain pour constater l'ampleur des dommages et a ordonné les lancements immédiats de travaux d'urgence afin de rétablir le voies et sécurité de zones touchées. Suivez. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa le mardi 5 mai a laissé des traces dans plusieurs communes de la capitale et celle de Mongafula n'a pas été épargnée. Quelques têtes d'érosion ont progressé dans les quartiers Plateau, Don Bosco, Masangambila et Mama Mobutu. Le bilan s'élève à 1 mort et plusieurs dégâts matériels. Au niveau de la rue de Matadi, à hauteur de Matadi-Kibala, les eaux débordantes de pluie ont provoqué un ensablement sur la chaussée, causant ainsi une impraticabilité de la route et des embouteillages monstres. Alerté par tous ces incidents de catastrophe, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, n'a pas attendu la levée du soleil pour quitter son lit et se rendre sur le terrain afin d'apporter des solutions aux problèmes urgents de sa population. Dès le petit matin du lendemain, l'autorité municipale a diligenté en collaboration avec quelques particuliers des engins pour entamer les travaux de désensablement de la chaussée. Il fallait quand même pour faire une opération d'envergure pour essayer d'ouvrir la voie et permettre à tous ces véhicules d'aller là où ils vont. Chose qui fut faite. En ce moment, malgré l'embouteillage, il passe à compte-gouttes.
Faisant d'une pierre deux coups, le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba a supervisé les travaux de curage des caniveaux pour permettre une bonne canalisation d'eau. Cette journée marathon a permis aux autorités municipales de requalifier l'extrême urgence des risques de catastrophes naturelles dans cette période pluvieuse dans une commune au relief complexe qu'est Mongafula. Prenons cette information avant de nous quitter. Chaque 8 mai, depuis 1948, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une date symbolique qui rend hommage à Henri Dunant, le fondateur du mouvement humanitaire. Cette journée met en avant les travails essentiels des millions de bénévoles et des travailleurs humanitaires engagés à travers le monde, qui apporte assistance aux personnes vulnérables sans distinction d'origine, de région ou de statut. C'est un moment de reconnaître et célébrer la solidarité et l'humanité. C'est par cette information que nous mettons terme à cette édition du journal coordonné par Rifan Monga Yakuni. Le concours rédactionnel de Claude Kaja est présenté par Jupsi Kazembe, réalisé par Richard Kaapuku. D'ici là, portez-vous bien. Bon sabbat à tous.